Les Terre-Neuviens et Labradoriens n'ont jamais hésité à se déplacer pour trouver un meilleur moyen de subsister à leurs besoins. Certains d'entre eux ont émigré dans d'autres parties de l'Amérique du Nord ou du monde. D'autres ont déménagé à différents endroits à Terre-Neuve et Labrador. Ce second type de migration porte le nom de migration intérieure, c'est-à-dire le déplacement de personnes à l'intérieur des frontières d'une région spécifique, telle qu'une province ou un pays. On lui donne aussi le nom de migration interne. À Terre-Neuve et Labrador, depuis la Confédération, on peut aussi utiliser le terme migration intraprovinciale. Cette vidéo traite des habitudes migratoires à Terre-Neuve et Labrador depuis le début du 20e siècle jusqu'au début du 21e siècle. Même si les habitudes migratoires ont changé au cours des décennies, certaines tendances ont persisté. La plupart des gens se déplacent pour trouver un meilleur emploi. Et ils quittent généralement les zones rurales pour aller vivre dans des zones plus urbaines. Au début du 20e siècle, la population de Terre-Neuve et Labrador était d'environ 250 000 habitants. Comme c'est le cas aujourd'hui, St. John's était de loin la plus grande collectivité. À cette époque, sa population était d'environ 32 000 habitants. Mais la plupart des habitants de Terre-Neuve et Labrador vivaient dans de petits villages côtiers, souvent isolés, appelés ports secondaires. Cette réalité était représentative de l'économie du Dominion, fondée sur la pêche côtière à la morue. Il s'agissait d'une industrie familiale. En règle générale, les hommes pêchaient dans de petites embarcations non pontées, tandis que les femmes et les enfants transformaient leurs prises sur le rivage. Pendant la première moitié du 20e siècle, la croissance des secteurs non maritimes a toutefois aidé Terre-Neuve et Labrador à diversifier son économie dans d'autres domaines. Les types de peuplement ont aussi été touchés, alors que des milliers de personnes ont quitté leur maison de la côte pour aller travailler dans des collectivités industrielles plus grandes. Les changements les plus importants ont eu lieu dans les régions du centre et de l'ouest de Terre-Neuve, où de nouvelles mines et usines de papier offraient une grande variété d'emplois, souvent de temps plein. Pour la première fois de l'histoire du Dominion, des milliers de familles ont quitté leur village de la côte pour aller travailler et vivre dans les régions intérieures de l'île. La ville de Grand Falls a été pratiquement aménagée du jour au lendemain après l'ouverture de l'usine de pâtes et papier en 1909. Cette région sauvage, qui était inhabitée au début du 20e siècle, comptait 1600 habitants en 1911. À Bishops Falls, l'ouverture d'une usine a fait grimper la population à près de 800 habitants en 1921, elle qui n'en comptait que 20 en 1901. Le changement le plus spectaculaire a toutefois eu lieu à Corner Brook. Après l'ouverture d'une immense usine de pâtes et papier en 1925, la population a grimpé en flèche pour atteindre environ 10 000 personnes au début des années 1930. 10 ans plus tôt, seulement 300 personnes environ vivaient à cet endroit. Les usines ont aussi eu un impact sur les collectivités forestières. La petite ville de Badger a grossi lorsqu'elle a commencé à approvisionner Grand Falls en bois en 1909. Il en a été de même pour Norris Harm, qui a attiré des centaines de personnes venant des îles de la baie Notre-Dame. Millertown, Benton, Gambo et Glenwood font aussi partie des collectivités forestières qui se sont développées au début du 20e siècle. Deer Lake a connu un essor grâce à la centrale hydroélectrique qu'on y a construite pour alimenter l'usine de Corner Brook. Des travailleurs de partout sur l'île ont participé à sa construction. Lorsque les travaux ont pris fin en 1925, beaucoup de personnes se sont installées dans la région de façon permanente pour travailler comme bûcherons. En 1935, la population de Deer Lake était d'environ 1500 habitants. L'essor de l'industrie minière a également contribué
à façonner la répartition de la population. Des centaines de travailleurs se sont installés sur l'île Belle après l'ouverture des mines de fer en 1895. Beaucoup se sont installés dans la ville de Wabana, dont la population a quasiment doublé entre 1891 et 1901, passant de 700 à 1300 habitants environ. Plus de 6000 personnes y vivaient en 1935. Buckens est une autre collectivité qui s'est édifiée rapidement à la suite de l'ouverture d'une mine. Contrairement à l'île Belle, Buckens n'était pas peuplée avant l'ouverture d'une mine de plomb, de zinc et de cuivre à cet endroit en 1927. Sa population, qui était nulle en 1926, a atteint près de 2000 habitants en 1945. Le boom de la construction, qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, a aussi joué un rôle sur les types de peuplement. Les forces armées américaines et canadiennes ont construit des bases militaires à Goose Bay, Torbay, Butwood, Gander, St. John's, Argentia et Stephenville. Cela a permis de créer des milliers d'emplois pour les travailleurs civils qui ont afflué de toutes les régions de Terre-Neuve et Labrador pour y travailler. À l'apogée du boom de la construction, les bases employaient environ 20 000 personnes. L'un des changements les plus spectaculaires a eu lieu à Goose Bay. Cette région sauvage, qui n'était pas encore développée au début du conflit, est vite devenue l'aérodrome le plus vaste de l'hémisphère occidental. Cette base a permis la création d'emplois indispensables dans la région et des centaines de personnes sont arrivées de différentes parties du Labrador. Au cours de la première moitié du 20e siècle, on a observé une tendance émergente dans la répartition de la population. L'expansion de nouvelles industries et un certain déclin de l'industrie de la pêche ont entraîné un déplacement de population régulier des zones rurales vers les centres urbains plus grands. Ce type de migration intérieure s'est poursuivi et s'est même intensifié après la Confédération. Cette relocalisation a été facilitée grâce au programme de parrainage du gouvernement offert au cours des 2 premières décennies de la Confédération, ainsi que par les efforts déployés ultérieurement pour développer une économie industrielle. Après la Confédération, le nouveau gouvernement provincial, dirigé par Joseph Smallwood, voulait diversifier, industrialiser et moderniser l'économie. Il souhaitait aussi améliorer le niveau de vie de la population, mais il savait que cela coûterait une fortune d'offrir des services dans des centaines de petits villages éloignés. Convaincu que la solution résidait dans la création de collectivités plus grandes, le gouvernement a créé divers programmes de relocalisation pour inciter les gens à quitter les ports secondaires afin d'aller s'établir dans des pôles de croissance désignés par le gouvernement. De 1954 à 1975, environ 30 000 Terre-Neuviens et Labradoriens ont quitté leurs maisons rurales pour s'installer dans des collectivités plus grandes et des concentrations urbaines. Environ 300 collectivités ont été laissées vacantes. La côte sud de Terre-Neuve, les baies de Plaisance, Bonavista et Notre-Dame, ainsi que la côte sud-est du Labrador, ont été les régions les plus touchées par le programme de relocalisation. Plusieurs villages laissés vacants vivaient de la pêche côtière. Cette industrie s'est retrouvée en difficulté après la Confédération, alors que l'industrialisation des pêches a commencé à la remplacer. Les pêcheurs travaillaient à bord de grands chalutiers hauturiers et leurs prises étaient transformées dans des usines appartenant à des entreprises. Comme nous le verrons plus loin, la surexploitation de la morue dans les eaux du large par des flottilles canadiennes et internationales a nui considérablement à la pêche côtière au cours des décennies suivantes. Comme ce fut le cas au cours de la première moitié du 20e siècle, l'expansion industrielle ininterrompue qui a eu lieu après la Confédération
a eu un impact sur les déplacements des gens à l'intérieur de diverses régions. Les migrations intérieures les plus massives se produisaient habituellement dans les petites collectivités éloignées vivant de la pêche côtière en forte décroissance. Dans les années 1960 et 1970, les nouveaux projets industriels comprenaient notamment une centrale hydroélectrique à la baie d'Espoir, l'Electric Reduction Plant de Long Harbour, l'usine de carton doublure de Stephenville et la raffinerie de pétrole de Come by Chance. Les occasions d'emploi attiraient des gens de toutes les régions de la province. Le gouvernement a aussi transformé chaque collectivité en pôle de croissance dans le cadre de ses programmes de relocalisation. La population du Labrador a augmenté considérablement au cours des premières décennies de la Confédération. Les nouvelles exploitations minières de Wabush et de Labrador City, ainsi que l'aménagement d'une centrale hydroélectrique à Churchill Falls, sont en partie responsables de cette croissance fulgurante. Ces 3 sites étaient considérés comme des pôles de croissance. Les années 1990 ont donné lieu à des changements remarquables à Terre-Neuve et Labrador. En 1992, le gouvernement canadien a imposé un moratoire sur la pêche à la morue qui était en difficulté alors que les stocks, jadis abondants, étaient menacés d'extinction. L'impact sur les régions rurales de Terre-Neuve et Labrador a été dévastateur. Les usines de transformation du poisson ont fermé, les bateaux ont été mis à quai et 30 000 personnes se sont soudainement retrouvées au chômage. Parallèlement, l'industrie pétrolière et gazière est devenue un employeur important. Elle a également eu un impact sur les habitudes de migration intérieure. Les méga-projets Hibernia, Terra Nova, White Rose et Hebron ont donné du travail à des milliers de Terre-Neuviens et Labradoriens. Les champs pétroliers se trouvant principalement dans le bassin Jeanne d'Arc, presque toutes les occasions d'emploi se trouvaient dans la péninsule d'Avalon et son isthme, déjà densément peuplés. Cette situation a accéléré la désertion des régions rurales et l'augmentation de la population dans les zones urbaines. L'urbanisation s'est poursuivie au cours des dernières années, malgré les efforts du gouvernement pour revitaliser les régions rurales. St. John's et les régions voisines ont longtemps été des destinations de choix pour les migrants internes à cause du marché de l'emploi diversifié et du nombre relativement grand de commodités, telles que l'éducation postsecondaire et les services de soins de santé. Selon Statistique Canada, entre 2001 et 2019, environ 19 000 personnes venant d'autres parties de la province se sont installées dans la péninsule d'Avalon. Seules 2 autres régions ont connu une augmentation des taux de migration intérieure au cours de la même période. Environ 1300 personnes se sont installées dans la division numéro 5, dont fait partie Corner Brook, et environ 1900 dans la division numéro 6, dont fait partie Grand Falls-Windsor. Toutes les autres régions ont connu un taux de migration intraprovinciale net négatif au cours des mêmes années. Cela correspond à une tendance générale de la migration intraprovinciale observée en 2008 par le docteur en économie et professeur Scott Lynch. Les tentatives des 2 paliers de gouvernement pour maintenir la population de base à Terre-Neuve et Labrador ont échoué jusqu'à présent. Les populations des centres urbains de Terre-Neuve et Labrador augmentent parce que les individus déménagent dans le but d'améliorer leur situation économique. L'exploitation pétrolière en haute mer, l'exploitation minière et les économies d'agglomération associées à l'urbanisation ont créé des conditions d'emploi favorables dans la grande région de St. John's et, dans une moindre mesure, dans les régions de Bay of Islands, White Bay, Corner Brook et Central Grand Falls, Windsor. En 2015, le State of Rural Canada Report soulignait que ce type de migration est non viable.
Le déclin rapide des populations des petites régions rurales aura un jour un impact sur les zones urbaines et les grandes régions rurales, parce qu'au cours des 20 dernières années, la croissance de la population dans ces régions résultait de l'immigration provenant des régions rurales plus petites. L'arrivée de jeunes gens finira par cesser, et ce probablement plus tôt qu'on le pense. Le défi consiste à résoudre les problèmes de croissance et le déclin chronique dans les régions rurales de Terre-Neuve et Labrador.